close the door and um, we can get started. Hello, everyone. My name is Fatou Ndiaye. I'm the Deputy Director for USAID Health
another family member, an aunt or an uncle, can be easier than talking to a parent. Adults are contending with fear of social and religious sanctions for themselves, but also for their young person. So if a young person is sexually active or perceived to be sexually active, there are negative consequences for the parents as well. And they're not only worried about the stigma attached, but also fear of negative health outcomes. If adults are embarrassed to discuss sexuality with the young people, the same is also true for the young people with respect to their elders. What prevents them from going to their parents to talk about sexuality is also the same sentiment of shame and fear. So despite the generalized agreement about the restrictive social norms that influence youth sexual activity, some respondents felt that unmarried youth who are sexually active should be allowed access to family planning information and services. And so these participants, most of which were open communicators within our sample, described what we see as a hierarchy of norms. So abstinence from sexual activity is the best and most virtuous option. Yet, when abstinence is really not attainable for whatever reason that is, the next best option is protection from unwanted health outcomes such as STIs and unintended pregnancy. According to the participants, some parents agree to send their daughters to
Qu'en est-il des normes sociales au Burkina Faso? La question, malheureusement, est inaudible. L'interprétation reprendra pour la réponse. Merci. Ça va, on m'entend? Merci. Aujourd'hui, je vais parler de l'opérationnalisation de la planification familiale. Donc, je vais prendre vos questions, vos commentaires. En général, les normes sociales peuvent se définir comme étant un ensemble de règles qui dictent le comportement en société. Nous, dans le domaine des normes sociales, nous nous intéressons aux normes d'injonction et aux normes de description. Ce que les gens approuvent dans la communauté, ça c'est les injonctions, et ensuite la description, c'est la façon dont les gens se conduisent réellement. Les normes sociales sont importantes pour déterminer le comportement des jeunes, eu égard aux règles et aux sanctions qui peuvent leur tomber dessus quand ils se comportent de manière qui dévie des normes sociales. Si une femme sent que les gens autour d'elle désapprouvent son utilisation des contraceptions et de la planification familiale, elle risque de changer son comportement et d'être un peu plus refroidie. Et ces normes sociales peuvent venir de tous bords, tous côtés dans la société. Aujourd'hui, les normes sociales se sont principalement concentrées sur l'approbation ou la désapprobation générale de tous les aspects de la planification familiale, plutôt que de distinguer des groupes sociaux ou des groupes d'âge. Les mesures sont très différentes. Par exemple, parfois on mesure la stigmatisation sociale. Mais en général, ces mesures se concentrent sur la description plutôt que sur l'injonction. Pour répondre à ça, je pose la question, est-ce que notre définition des normes sociales liées à la planification familiale a une importance? Eh bien, tout d'abord, il faut identifier l'association des facteurs communautaires avec les normes d'injonction et de description. Et deuxièmement, on va voir comment ça s'inscrit dans l'utilisation réelle des moyens de contraception. Je sais qu'on voit le graphique en très petit ici. C'est un graphique qui concerne le Burkina Faso. On voit que la ligne bleue en haut, c'est la demande de moyens de contraception, et les barres verticales violettes, c'est l'utilisation moderne de moyens modernes. Et ensuite, le vert foncé, c'est l'espacement, et le vert clair, c'est les méthodes de limitation. Donc, méthode barrière ou méthode de limitation. Le Burkina Faso présente un terreau fertile pour la recherche, puisque de plus en plus de femmes se tournent vers les moyens de contraception. On voit que le violet monte de plus en plus. Au Burkina Faso, la contraception est plus répandue qu'ailleurs, et la demande est vraiment très stable, comme on l'a vu d'une année à l'autre. Donc, j'utilise des données de la phase 1 pour extrait du sondage PMA au Burkina Faso. Au Burkina Faso, notre programme a une approche de prélèvement de données en deux phases. La première phase, on a sélectionné au hasard 167 zones au hasard, avec des zones proportionnellement de la même taille. Et parmi ces zones, on a choisi 35 foyers au hasard. Toutes les femmes sont âgées de 15 à 19 ans.
qui vivent principalement dans ce foyer ou qui ont passé la veille de ce foyer, la veille dans ce foyer. Et toutes les entrevues ont été faites avec leur consentement. Pour mesurer ces normes sociales, nous leur avons demandé leur opinion personnelle sur l'opinion de la communauté avec toutes sortes d'énoncés. Voici les 3 énoncés sur lesquels je me suis concentré. Tout d'abord, les adolescents qui utilisent la planification familiale sont de mœurs légères. Deuxièmement, la planification familiale n'est que pour les femmes mariées. Et troisièmement, la planification familiale n'est que pour les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants. La planification familiale n'est plus que pour les femmes qui sont mariées. Comme j'ai dit, c'est le deuxième et le troisième, le préjugé selon lequel la planification familiale ne concerne que les femmes qui ne veulent plus d'enfants. Donc, pour créer ma mesure de normes descriptives, j'ai cherché les réponses au niveau communautaire. Donc, si au moins 50% des femmes dans la communauté donnent la même réponse, eh bien, la communauté est conforme à cet énoncé. Par exemple, si plus de 50% des femmes ne sont pas d'accord avec le fait que les femmes qui utilisent la contraception sont immorales, eh bien, on comprend que les moyens de contraception sont mal vus. S'il y a moins de consensus, je considère qu'il n'y a pas de normes descriptives, en tout cas pour cet énoncé. J'ai choisi la même méthode pour les normes d'injonction. Donc si au moins 50% disent que beaucoup de gens dans leur communauté sont d'accord avec cet énoncé, je dis qu'il n'y a pas de normes. S'il n'y a pas de consensus, pas de normes d'injonction non plus. La différence, c'est que pour les normes d'injonction, si au moins 50% des femmes déclarent que certains sont d'accord avec cet énoncé, eh bien, je décris quand même la communauté comme n'ayant pas de normes, parce qu'on voit que le consensus est quand même solide, malgré un certain degré d'ambiguïté. Donc, mon analyse s'est faite en régression logistique multinomiale pour évaluer l'association entre les facteurs communautaires. Ensuite, j'ai procédé à une régression logistique multiniveau, mixte, pour évaluer l'association entre les descriptions et les injonctions au sein de la communauté et leurs variables. Ici, on voit la distribution des communautés par normes de description et normes d'injonction. Donc, à gauche, la colonne à gauche, c'est la description et la colonne à droite, c'est les injonctions. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit un désaccord. Il y a un décalage notable entre la colonne de gauche et la gauche de droite. Donc on voit que la description est beaucoup plus fidèle que l'injonction par rapport à la réalité. Quand on voit l'association, il y a plus d'association avec l'injonction que la description. Donc à gauche, on a les normes de description, à droite, les normes d'injonction. Et nous voyons que bien qu'il n'y ait pas de facteur de niveau de la communauté, on voit beaucoup d'associations autour de la contraception dans les mariages et chez les adolescentes. Nous savons que la participation dans la prise de décision des femmes dans les foyers est associée à une probabilité haute de bonne perception de la contraception. C'est-à-dire que c'est bien vu et c'est moins réprouvé socialement. En outre, nous voyons aussi que plus les personnes sont riches et informées sur la planification familiale et plus les femmes participent aux prises de décision, moins la communauté est assujettie à ces normes d'injonction en matière de planification familiale et de contraception.
D'accord, j'arrive pas à aller à la dernière page, donc je vais improviser. Bon, en général, plus les femmes participent aux prises de décision, meilleure est la perception générale de la société des moyens de contraception et de la planification familiale. Maintenant, on regarde l'association entre les normes de description et les normes d'injonction. Après avoir contrôlé les facteurs intracommunautaires. Et ici, nous voyons qu'il y a plus d'associations entre les normes descriptives et les normes que des normes d'injonction. Donc, par exemple, il y a une association entre les normes positives de description chez les adolescents et pour la planification familiale en dehors du mariage et une probabilité accrue qu'une femme utilise un moyen de contraception. On a aussi une association entre les normes négatives sur la planification en dehors du mariage et une augmentation de la probabilité qu'une femme emploie des moyens de contraception. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le plus important, c'est que ce dossier montre qu'il y a vraiment une discordance entre les normes d'injonction et les normes de description. C'est très important parce que quand on regarde l'association entre la norme et l'usage, on voit le décalage. Ça va beaucoup nous aider dans le milieu de la santé parce qu'on pourra continuer à offrir un bon accès à la planification familiale s'ils choisissent la contraception. Et c'est le cas parce que, avec un meilleur accès, ça ne suffit pas pour augmenter l'utilisation de la contraception. Il faut aussi améliorer et assainir les normes sociales. De plus, en comprenant les normes sociales, on peut mieux voir la préparation de la société et lui offrir des produits et des voies de recours utiles. Comme vous le voyez, de plus en plus d'études se penchent sur les normes sociales en Afrique. Beaucoup de normes influencent des populations spécifiques. Mais variables ont été construites grâce à des attitudes plutôt que des comportements, parce que nous savons que le soutien à la contraception ne veut pas dire qu'une femme l'emploie vraiment, l'utilise. Les échantillons et les personnes sondées n'étaient pas très nombreuses. Mes normes de description et d'injonction ne sont pas représentatives des mêmes populations, donc j'ai inclus des femmes qui ne sont plus d'âge reproductif, et les hommes, parce que nous voulons vraiment avoir une idée de la population entière et son opinion générale. Voilà pourquoi nous demandons à des femmes qui ne sont plus en âge d'enfanter et à des hommes. Donc voici les idées que j'ai pour l'avenir dans la recherche. Donc dans la prochaine phase, je vais m'intéresser aux associations entre la déviance des normes communautaires et l'utilisation de la contraception. Je vais aussi m'intéresser aux facteurs associés à la communauté qui a des normes d'injonction et de description divergentes. Et si je pouvais, je referais cette recherche avec les mêmes populations pour les normes d'injonction et de description. Et j'aimerais bien identifier s'il y a des associations différentes entre les normes et l'utilisation de la contraception, si nous étudions des populations qui sont spécifiques et qui sont très à cheval sur la norme. Avant de terminer, j'aimerais dire que je voudrais remercier les personnes qui m'ont soutenu dans mon travail, Dr Zaman, Dr Philippe, Dr Caroline Moreau, Dr Ben Chazlaki et toute l'équipe PMA au Burkina Faso, sans lesquelles je n'aurais pas pu réaliser ce travail. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous serons contents de vous, d'avoir donc la présentation en premier. Maintenant, on va passer au présentateur suivant qui va nous faire part du rôle
de soutien familial et les normes sociales. Thomas est candidate en doctorat. Elle a travaillé donc au niveau de l'efficacité de la contraception en Niger et sur la question donc de la parité du genre. Merci. Bonjour. Je crois que je suis clair. Mon travail est lié au travail que Elisabeth vient de présenter en matière de conceptualisation des normes au Niger. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon travail sur les familles et les normes positives associées aux jeunes femmes et à l'efficacité des contraceptifs des jeunes gens. Je vais commencer par le contexte. L'auto-efficacité de la contraception, c'est les perceptions des femmes et des filles et leur probabilité de continuer à utiliser la contraception en fonction de leurs désirs. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'efficacité de la contraception liée à l'usage de la contraception, mais l'auto-efficacité peut toucher à comportements y afférents et les facteurs sociaux ne sont pas bien explorés. Il existe des relations positives sur le soutien social et les normes sociales et le soutien familial par rapport aux autres comportements comme le tabagisme, le fumer et d'autres pratiques. Il y a un lien entre les approbations et les normes sociales qui soutiennent ces comportements, surtout l'auto-efficacité et l'adoption de ces comportements. Donc, basé sur cette littérature, dans l'étude, nous essayons d'évaluer si l'approbation de la famille, surtout les mères et les belles-mères, pour utiliser la contraception, est liée à l'auto-efficacité chez les jeunes et les normes associées à cet usage. Pour répondre à la question de recherche, nous avons utilisé les bases de données dans les états randomisés au niveau du projet, à savoir la promotion de planning familial et les programmes pour les mariés, les adolescents et les enfants au Niger. Nous avons focalisé sur les femmes de 15 à 34 ans qui n'ont pas plus d'un seul enfant. Nous concentrons sur les jeunes adolescents et les jeunes femmes. Donc ici, nous avons l'intervention des normes sociales et les interventions régulières, les interventions basées sur la communauté, conçues pour aborder le planning familial chez les adolescents. Et l'intervention comprend les visites de ménage, des discussions entre femmes et maris et les dialogues communautaires. Donc nous avons collecté des données de base de mai en septembre de cette année. Et nous allons chercher d'autres davantage de données bientôt. Voici donc, il s'agit d'une étude basée sur la relation sociale. Nous avons commencé avec 56 villages à travers la région mariée du Niger. Nous avons recruté les maris et les belles-mères. Les belles-mères, comprenez, ont été associées parce que la recherche montre que les belles-mères jouent un rôle important dans la prise de décision et l'influence des couples par rapport au comportement dans la contraception. Nous avons commencé avec ces trois domaines de participants et puis nous avons administré l'usage de contraception. Nous avons examiné les violences basées sur le genre, normes sociales. Nous avons donc posé des questions à ces participants et les modules de réseaux sociaux, nous les avons demandé de nominer leur contact social. Donc, basé sur ce module, tous ces participants, nous avons eu un maximum de 25 contacts. Et
Et pour l'évaluation donc de cela, nous avons interviewé en contact le réseau social de la belle-mère considérée comme une personne clé qui influence le comportement. Et nous avons voulu comment et si les effets d'intervention sont diffusés dans le réseau. Donc, c'était les données collectées pour toute l'évaluation. Pour cette étude particulière, nous avons utilisé les données de la femme. Voici quelques caractéristiques. En général, nous avons interviewé plus de 500 jeunes adolescents, et jeunes femmes au Niger. Et l'âge moyen, c'était 17 ans. Donc, il y en a qui avaient plus de 10 ans, d'autres 37 ans. Les participants à l'âge mariage, 15 ans, l'âge moyen de mariage, parité, c'est lié à la parité des femmes assises. La plupart des femmes n'avaient pas d'éducation. Puisque Niger est une société qui pratique beaucoup de polygamie, il y avait 12% de chantiers qui étaient en relation de polygamie. Alors, les résultats, là, je vais parler des mesures, tout en discutant des résultats. D'abord, le résultat, c'est l'auto-efficacité. On s'est servi de 5 questions concernant la confiance et le temps pour avoir notre bébé, utilisation de planning familial, si les parents s'y opposent. Donc, il y a 5 phrases. Donc, il y a 5 déclarations que nous avons utilisées pour obtenir les réponses. Les réponses étaient non, il n'était pas confiant. D'autres avaient la confiance. Et il y a 0, 1 et 2. Et nous avons créé donc, le score final. Donc, la gamme, c'est 0 à 10. Le score moyen, c'était 2,76, ce qui est faible. Donc, en moyenne, les femmes de 0 à 10, le score était 0,7. Donc, il y a l'auto-efficacité très faible, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est des adolescents en fonction des normes. Leur rôle, c'est de conseiller à entrer dans la reproduction et obtenir la fertilité. Pour l'approbation des familles, ça c'était un des éléments qui prévoit la prévisibilité. Nous avons 10 questions. D'abord, est-ce que votre mari approuve que vous fassiez quelque chose pour se passer votre retard de la grossesse? Même question posée à la belle-mère. Est-ce que votre belle-mère approuve ou non, ou pas? Et la prévalence de ces 3 indicateurs montre que il y a un pourcentage faible des femmes qui estiment que la famille peut approuver l'utilisation de planning familial. Mais cela ne veut pas dire l'utilisation de la contraception moderne ou toute autre chose qui évite la grossesse. Ensuite, au niveau des normes sociales, nous avons mesuré les normes sociales comme niveau secondaire au lieu d'agréger des réponses individuelles au niveau communautaire pour arriver au nombre de niveau communautaire. Elisabeth en a parlé. C'est une approche. Pour cette étude, nous avons utilisé les normes sociales mesurées comme croyances secondaires, ce que croient les gens par rapport à ce que pensent les autres dans la communauté. Donc, les normes descriptives seraient qu'est-ce que je pense des gens de ma communauté, qu'est-ce qu'ils font. Donc, je n'agrégé pas mes attitudes pour créer cette norme descriptive, mais j'essaie de mesurer ce que je perçois comme quelque chose qui se fait au niveau de la communauté. La question était, dans quelle mesure est-ce que les filles mariées dans votre communauté peuvent utiliser les méthodes planning familial pour ne pas tomber enceinte? Et les réponses n'étaient pas communes. Il y avait un homme objectif. Si une fille dans votre communauté utilise planning familial, comment est-ce que les gens dans votre communauté réagisseraient?
la réponse à cette question la réponse était de sanctions. Les gens vont penser que bon, c'est une mauvaise femme, ou le mari va penser que qu'elle se comporte pas bien. Donc c'était des réponses. Il y avait des options de réponses positives. Les gens vont respecter sa décision. Et il y avait des réponses neutres. Bon, les gens s'en foutent. Bon, basé sur cette catégorie de réponses, les variables, on a la catégorie norme injective, neutre et positive. Non. Donc, là, il y a un groupement de scores à travers les variables au niveau des familles. Les femmes qui ont l'approbation de leur mari, mais des belles-mères ont une efficacité plus élevée. Et module de régression, on évalue l'association entre les variables d'approbation et le score d'auto-efficacité. Et on voit que lorsque nous avons chaque variable d'approbation individuellement dans les modules, tout tous sont associés au résultat. Et lorsque nous essayons de voir s'il y a un effet indépendant pour chaque variable d'approbation, si l'approbation du mari compte, alors nous le mettons dans les mêmes modules. Nous voyons que c'est l'approbation du mari qui compte et l'approbation de la mère. Et l'approbation de la belle-mère ne compte pas. Donc, si ces jeunes femmes ont eu l'approbation pour utiliser la contraception ou l'approche planning familial, si la mère approuve cela, ça comptera, mais pas l'approbation de la belle-mère. Donc, voici l'état, le score moyen à travers les catégories de normes. Nous avons établi les positifs et les négatifs, nous les avons mis ensemble pour voir l'effet des normes adjectifs et reproductifs. Et là, nous avons des normes descriptives et la norme injective. Donc l'association avec le CEC, avec les normes adjectives, montre que oui, c'est positif. Si les femmes croient que la plupart des femmes dans leur communauté utilisent la contraception, eh bien, elles aussi, elles auront une autre efficacité pour utiliser la contraception. Si elles croient que la plupart des personnes dans la communauté approuvent l'utilisation de contraception, il y aura la possibilité qu'elles utiliseraient ces méthodes. Donc, il s'agit des résultats des modules individuels où chaque indicateur montrera. Nous les avons ajoutés ensemble dans le même modèle et tout reste significatif, comme les descriptifs et injectifs ont des effets indépendants. Mais l'étendue décroît. Finalement, nous avons créé au niveau des normes adjectives et descriptifs au niveau de villages qui sont similaires pour essayer de comprendre. C'est similaire à ce qu'Elisabeth vient de présenter, mais au lieu d'agréger les attitudes pour former ces normes, ici, nous avons agrégé les croyances de deuxième ordre aux normes adjectives. Donc, pour le nombre de suivants du village, nous avons calculé la proportion des participants du village qui ont dit oui. Parfois, les femmes dans le village utilisent le contraceptif et le pourcentage moyen, c'était 43% des participants par village. Dans chaque village, 43% qui montraient l'usage commun. Et dans le plan objectif, on voit la proportion des participants dans le village qui croient que les communautés auront une réaction positive ou une autre qui utilise le planning familial. Et ici, on avait 59% en moyenne. Dans chaque village, 59,6% croient que les membres de la communauté vont approuver l'usage de la contraception. Lorsque nous essayons d'examiner l'association avec l'auto-efficacité, dans ces normes, on voit que la distribution, là, ce n'est pas associé
aux normes objectives. Donc, les femmes croient qu'au niveau du village, ce que font les gens n'affecte pas leur auto-efficacité, mais leur croyance sur ce qui est approuvé ou n'est pas approuvé est associée. Donc, finalement, nous avons inclus tous les producteurs qui est considérable dans les modules individuels. Donc, nous avons associé tous les producteurs au même module pour voir si chaque indicateur avait un effet indépendant ou tout effet. Donc, ici, nous voyons encore les belles-mères. Vous voyez que leur approbation n'est pas très importante, mais dans ce module, nous voyons également que le nombre objectif au niveau du village n'est pas considérable. Donc, essentiellement, les normes donc perçues en objectif. Quelles sont les leçons apprises? Les CSO au niveau des femmes rurales au Niger sont considérées. L'approbation des normes sociales sont plus importantes que sont au niveau du village. Donc, je n'essaie pas de dire que les normes au niveau du village ne sont pas importantes, mais peut-être que les normes au niveau du village sont importantes pour former les normes individuelles. Général, les normes ne sont pas formées en isolement. La personne que j'ai ne sont pas formées en isolement. Ça dépend de ce que les gens comprennent et apprécient. Mes normes peuvent être formées en fonction des normes du village ou ma perception des normes peuvent être formées en fonction des normes actuelles, mais ils ne sont pas directement reliés à l'auto-efficacité de la contraception. Et pour les belles-mères, leur approbation peut avoir un rôle à jouer, mais c'est les maris et les mères qui comptent, dont l'approbation compte. Donc, ceci est une évaluation initiale, mais cela nous dit et nous indique qu'il y aura des bénéfices dans l'association des mères, dans la communication en matière de planning familial. Et ceci est lié, je peux le lier à la première présentation où on a constaté que la question concernant la communication sur le planning familial est importante. Donc, cela vous montre dans quelle mesure la communication intergénération peut aider à augmenter l'auto-efficacité en matière de contraception pour les jeunes femmes. L'effet des normes sociales, et ça c'est vraiment très fort, bien que nous avons constaté dans le tableau que la puissance de cette association est plus forte pour les normes sociales que les variables approuvées. Donc, les approches d'intervention qui respectent ces dynamiques auront certainement des bons prospects pour assurer le changement positif. Je vous remercie. Merci. Dernier par le moindre, nous avons un atout qui va partager avec nous sa présentation. Adoption précoce de planning familial et comment les leaders locaux peuvent identifier des mesures de soutien à l'adoption de planning familial. Nigeria. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Fatou, de cette introduction, de cette présentation. Je vous remercie tous de votre présence ici dans ces assises. Je vais partager avec vous les résultats d'une évaluation autour des normes sociales qui empêchent l'adoption précoce du planning familial au niveau de 2 États au Nigeria. Donc, dans les projets, le leadership mondial fait partie des prix de l'USAID. Donc, ici, ce programme est financé pour aider le gouvernement du Nigeria à aborder les moteurs de la mortalité, de morbidité à travers
la prévention et l'atténuation de la violence à l'encontre des femmes. En se concentrant sur la violence des partenaires, la violence sexuelle, les mariages précoces et forcés et appuyer l'adoption efficace du planning familial. Donc, il s'agit d'un projet de 4 ans et ça a été mis en œuvre dans deux régions géographiques. La première année du projet, au niveau de la première ligne du projet, on s'est concentré sur la formation pour identifier l'évaluation formation pour identifier des domaines qui sont abordés par le projet autour de la violence à l'encontre des femmes. Donc, je fais ces présentations en nom de mes collègues qui sont avec moi. Voici donc les grandes lignes de ma formation. Je vais passer à la première partie, au Nigeria. On sait très bien que très peu de filles mariées dans la tranche d'âge de 18 et 19 utilisent les méthodes contraceptives, 1,2%. Donc, ceci est selon l'enquête nationale démographique de 2018. Et dans la région géographique où nous travaillons, à savoir Sokoto et Bonnet, nous constatons que à l'âge de 17,7% au niveau de Sokoto, 17% de ces filles dans le tranche d'âge de 18 et 19 au niveau de l'état des Bonnet, on a là 8% ont déjà eu naissance, ont déjà eu leur premier enfant. Donc, vous voyez que la question des grossesses précoces sont très élevées. Donc, avec ces grossesses des adolescents, le taux très élevé, cela résulte, cela est la cause des problèmes liés à la naissance et aux problèmes des jeunes femmes qui mettent au monde. Donc, notre question était de savoir comment nous comprenons, améliorer notre compréhension Nous avons voulu donc améliorer notre compréhension des facteurs normatifs et complexes qui empêchent, qui empêchent l'utilisation du planning familial et qui empêchent d'identifier pourquoi les leaders condamnent la violence basée sur le genre et encouragent les mariages précoces et n'appuient pas l'adoption du planning familial. Donc, nous avons voulu comprendre les dynamiques complexes à travers lesquelles les leaders locaux influencent ces normes ou dans quelle mesure ils peuvent appuyer ces normes. Donc, nous avons utilisé l'outil d'exploration des normes sociales. Je ne sais pas combien d'entre nous ont déjà utilisé cet outil. Il s'agit d'une action d'apprentissage autour de l'exploration des normes sociales. Et ça nous permet l'identification rapide des groupes et les normes sociales qui influencent certains comportements. Et il nous offre l'orientation pour savoir comment utiliser ces informations dans la conception des programmes. Donc, nous avons fait cette évaluation pour pouvoir informer notre conception du programme. Parce que d'abord, nous n'avions pas de conception de programme avant. Alors, il s'agit là des méthodologies que nous avons adoptées. Nous avons d'abord identifié les adolescents et les jeunes dans nos trois populations cibles, à savoir les mères dans le tranche d'âge de 15 à 19 et les mères entre 19 et 24 et leurs partenaires entre 19 et 24.
Après avoir identifié ces personnes, nous avons mené des interviews rapides individuelles avec ces filles pour identifier leur groupe de référence, à savoir les gens qui enforcent les normes sociales en approuvant certains comportements en nous servant de l'outil des réseaux sociaux. Nous avons donc utilisé le groupe social en se servant cela pour explorer et identifier les normes sociales identifiées liées au comportement d'intérêt. Cette fois-ci, nous sommes en train d'examiner l'adoption précoce du planning familial. Nous avons utilisé les belles-mères pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles ces normes ont un effet. Nous avons fait une analyse rapide des données pour essayer de voir, établir des résultats clés de l'exploration des normes sociales. Alors, ces données, nous les avons donc utilisées pour informer nos conceptions des programmes. Ensuite, nous avons parlé d'identification des normes sociales qui soutiennent le planning familial ou ne le soutiennent pas. Nous avons utilisé l'analyse politico-économique appliquée et focalisée sur le comportement pour prioriser ces leaders locaux qui sont des leaders traditionnels et communautaires. Nous les avons interviewés. Nous avons utilisé les interviews clés d'information et des interviews focalisées. Nous avons mené un atelier de parties prenantes avec les représentants locaux et de gouvernement pour établir des comportements pour arriver à notre cible, au cible de notre intervention. Donc, il s'agit ici de quelques résultats de l'exploration des normes sociales. Il y avait beaucoup de résultats que nous avons établis, mais je vais me focaliser sur ces résultats clés. Nous avons constaté que les femmes sont censées commencer la naissance dès que elles sont mariées pour prouver leur fertilité. La décision de la fertilité sont faites par les maris, les grands-parents, et cela limite la capacité et l'autonomie de la femme pour faire des décisions. Et cela empêche la femme d'avoir accès aux méthodes de planning familial. Il existe aussi le désir pour avoir beaucoup d'enfants, parce que la communauté considère cela comme sécurité pour les parents lorsqu'ils vieillissent. Il y a la préférence pour des garçons, pour porter le nom de la famille. Parce qu'on croit que si vous n'avez pas de garçon, le nom de la famille va mourir. Ensuite, les jeunes femmes seront considérées comme des prostituées si elles commencent à utiliser le planning familial. Donc voilà les résultats clés autour des normes sociales au niveau de la communauté où nous avons mené notre évaluation. Donc s'agissant de la focalisation sur le comportement visé, les leaders locaux sont obligés de prendre, de suivre les idées. Il y a aussi des manques de connaissances et de ressources pour faire face avec efficacité aux cas de violence basée sur le genre. On constate aussi une absence d'éducation, de sensibilisation au niveau communautaire. Nous avons aussi noté une influence de la pression traditionnelle pour faire respecter la tradition religieuse et les croyances culturelles. Voici notre constat principal de cette étude. Nous avons aussi vu que ceux qui appuient la planification familiale
et d'autres ne l'appuient pas. Ceux qui sont pour sont des enseignants, des jeunes belles-mères, des prestataires de santé communautaire, des mères adolescentes, et les frères et sœurs de la mère adolescente sont toujours pour, les jeunes hommes aussi sont pour la planification familiale. Nous avons aussi trouvé des chefs traditionnels, des chefs religieux qui étaient pour. Ceux qui s'y opposent sont entre autres les maris, les parents des maris, les proches des maris, les prêtres traditionnels, les grands-parents, les aînés, les chefs du village et certains responsables politiques. Les conclusions de cette étude ont été validées auprès d'un grand éventail de parties prenantes du niveau étatique et du niveau local. Et ensuite, on a utilisé ça pour informer l'adaptation et les stratégies en matière d'intervention de changement de normes, comme les programmes Choices, Voices, Promises, les choix, les voix, les promesses, ça ensemble, et le troisième, Bandebereo. Notre but est de parvenir à la meilleure stratégie et de l'étendre à d'autres régions. Donc nous avons les trois programmes comme je l'ai énuméré, Bandebereo, ça ensemble, et Choices, Voices, Promesses. Bandebereo sera très bientôt mise en place alors que les deux autres ont déjà démarré. Donc qu'avons-nous appris? Nous avons appris que les personnes influentes demeurent les barrières qui entravent le changement social. Ce sont eux qui ralentissent la modernisation de la société et la résistance à l'adoption rapide de la planification familiale est surtout imputable au pouvoir et au rapport de force patriarcal entre les hommes et les femmes. Le pouvoir de décision des femmes est réduit et c'est ce qui souvent justifie le fait qu'elles tombent enceintes juste après le mariage et ont des familles très tôt. Pour améliorer la santé des femmes et des filles, il sera nécessaire de mettre en place des interventions qui tiennent compte des facteurs socio-écologiques et qui ne se concentrent pas seulement sur les individus, mais plutôt qui visent aussi à changer les normes de la communauté. Tout ça en priorisant les stratégies qui assouplissent les normes, ces normes inégales et injustes qui entravent la planification familiale. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Madame Anatou. C'était la dernière des 4 présentations. On peut maintenant prendre des questions-réponses. Si vous avez des questions pour nos 4 présentatrices, allez-y, n'hésitez pas. Oui, allez-y.
Merci beaucoup. Je m'appelle Saliou Mbaké du Sénégal. Je suis à la tête d'une organisation multiconfessionnelle de plusieurs religions qui s'occupe de communication sur la santé maternelle, la santé des enfants. Je suis ravi d'avoir entendu ces 4 présentations. Comme vous le savez, ça concerne de très près ma région. Et bien que nous venions de la même région, des différences subsistent. Bien entendu, il y a des différences culturelles, ethniques, religieuses, mais les différences demeurent dans les attitudes, dans les démarches. Les preuves que vous avez apportées sont particulièrement percutantes. Voici mon opinion. C'est juste, c'est précis, mais il manque quand même quelques ingrédients. Ce travail pourrait être plus profond si le dialogue était un peu plus profond avec les chefs religieux eux-mêmes. Vous avez fait des entretiens auprès des cibles, des jeunes femmes surtout, mais vous auriez peut-être pu engager une conversation plus poussée avec les responsables, qu'ils soient politiques, religieux, communautaires. On aurait pu avoir des informations très utiles de la part des personnes qui sont vraiment investies de rôles importants. Les normes sont assez immuables, vous savez, c'est très difficile de les changer, mais il y a toujours moyen de dialoguer, de négocier. Je crois qu'à la fin de la présentation de ma sœur du Nigeria, il est apparu de manière évidente que les chefs religieux ont peur d'être insultés, d'être accusés de promouvoir ces choses-là. Donc cette crainte existe. Mais d'après vous, n'y a-t-il pas une façon de peut-être émousser cette crainte, de réduire cette crainte? Il faut les éduquer là-dessus aussi. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'ils rencontrent tous les jours. Je dis souvent que pour les chefs religieux, la planification familiale n'est pas leur priorité. Ils ont beaucoup d'autres dossiers urgents sur les bras. Ils sont là pour régler des problèmes, surtout. Ils ne sont pas là que pour prier. Le micro de l'orateur s'est éteint, malheureusement. Mille excuses. C'est très risqué de les contraindre. Vous savez, les normes sont ce qu'elles sont. Et ces personnes-là sont bien conscientes du drame que cela pourrait déclencher. Et ça ne leur plaît pas, l'idée d'être dans la tourmente. Et ils sont en fait dans le carcan des normes. Donc, les professionnels de la santé doivent en tenir compte. Il n'est pas facile de surmonter ces barrières. Le dialogue, le partenariat, une négociation avec la tête froide, c'est ça qu'il faut. Merci. Merci pour ce commentaire. Je vois que ce n'est pas une question nécessairement, c'est plutôt un commentaire, une suggestion. Et c'est vrai, c'est important de garder ça en tête dans nos recherches à venir, Elisabeth. Prochaine question.
D'accord. Bonjour. La présentation de Martha m'a beaucoup intéressé. Ça m'a rappelé un projet que j'ai fait moi-même en Arabie Saoudite. Nous avions étudié le besoin d'éducation sexuelle chez les jeunes. C'est très intéressant pour moi parce qu'il s'agit de deux pays à prédominance musulmane. Vous avez bien vu que la religion, la tradition, la culture étaient toutes entremêlées. Et c'est vrai. Mais alors que dans mon pays, la religion et la culture étaient bien distinctes et étaient même décrites comme la religion est très ouverte, etc., alors que la tradition est très rigide. C'était ça la distinction. Malheureusement, nous sommes dans une communauté qui accorde plus d'importance à la tradition qu'à la religion. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti de votre étude? Et ensuite, l'auto-efficacité. Je le répète, quand nous avons interviewé les éducateurs de santé, de sexe, ils étaient à l'aise avec le sujet, mais ils ont toujours trouvé difficile d'en parler avec leurs propres enfants. Donc l'auto-efficacité, l'auto-gestion était très faible dans leur propre ménage. Donc je me demandais comment vous avez ressenti cette question-là. Merci pour la question. Oui, c'est intéressant de voir la variation des résultats d'un contexte à l'autre. Dans ce cas, la tradition, la culture, la religion étaient vraiment dans le même sac. Ça vaudrait la peine que nous nous plongions dans les données encore une fois. Ça, c'était vraiment le premier passage au crible des données. Tradition, culture, religion, c'est souvent utilisé de la même manière. C'est utilisé comme synonyme, tous ces mots, les arguments religieux, les arguments traditionnels. Pour ce qui est de l'auto-efficacité, nous n'avons pas interrogé les professionnels de la santé. Les adultes auxquels nous nous sommes adressés se trouvaient vraiment dans un contexte où il y avait un jeune dans leur vie, qu'ils soient des oncles, des tantes ou des parents. Et donc il était très clair qu'il est plus facile de parler à quelqu'un qui n'est pas votre parent ou votre enfant. Donc un degré de séparation facilite les choses parce qu'on n'est pas directement responsable. Ce qui est très important aussi, c'est que le comportement d'un enfant reflète votre rôle de parent. Et cela rajoute une couche de complexité. Donc avoir ces conversations avec un oncle ou une aunt, souvent c'est plus facile qu'avec le parent directement. Et moi-même, je suis une mère, donc je comprends parfaitement ces sentiments. Oui, sur cette question, je pense que vous avez le même constat. Merci. Merci pour cette question. Beaucoup de sensibilisation en ce moment. Nous faisons du mieux qu'on peut. Les leaders des communautés sont de plus en plus au courant et peu à peu, on voit que les bienfaits des planifications familiales sont enfin compris, appuyés et adoptés. Merci, merci beaucoup.
Oui, je tenais à remercier tous les présentateurs pour avoir sélectionné et présenté ce sujet si délicat. Dans la plupart des pays africains, l'adoption rapide et l'adoption précoce des systèmes de planification familiale ou de contraception est encore mal vue. Quelle est la visibilité de vos recommandations? Est-ce que vos recommandations sont vraiment faciles à mettre en œuvre d'après vous? Merci. Nous arrivons presque à la fin du temps qui nous avait été imparti, mais on va donner 1 minute chacun. Oui, pour le projet Action et Percée, nous sommes actifs sur plusieurs fronts, les réseaux sociaux, les dialogues intergénérationnels auprès de la communauté. Donc, nos canaux de communication informent le programme directement. Et une des actions concrètes qu'ils ont entreprises, c'est qu'ils ont une approche communautaire pour faciliter la communication entre les adultes et les jeunes. Et donc, leur approche, c'est ce qu'on appelle empathie, voix de l'empathie, et ça adoucit un peu les conversations parce qu'elles sont parfois gênantes et lourdes, donc il faut être très, très prudent. Et c'est quelque chose qu'on met déjà en œuvre au Niger. Merci pour cette question. C'est difficile pour mon étude, ma recherche ici, parce que c'est très politique. C'est important de connaître et de savoir, de comprendre les normes sociales en matière de contraception, où les normes sociales s'opposent à la contraception et où elles l'approuvent. Ça, c'est très important. C'est difficile à changer. Et il importerait peut-être de travailler à changer ces normes au sein de ces systèmes pour assurer le choix aux jeunes femmes de faire ce qu'elles veulent et qu'elles continuent à utiliser la contraception. Nous savons qu'il y a certains segments de la communauté qui ne l'acceptent pas, qui sont vent debout contre la contraception. Et donc il faut soutenir ceux qui doivent lutter contre ces barrières. Pour notre recherche, on a déjà une intervention visant à changer les normes sociales. Et ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est les données de base. Nous essayons cette approche. Et si la stratégie marche bien, eh bien, sans aucun doute, on pourra ensuite la présenter aux preneurs de décision. Dans notre programme, nous avons aussi prévu des interventions critiques au niveau communautaire. Comme je vous ai dit, il faut une doctrine globale. Il faut que chacun soit inclus pour vraiment changer les normes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante et ces résultats intéressants. Merci aux participants. Merci.